OK, bonjour tout le monde. Alors, me revoilà en fait. En fait, j'ai pas bougé de place, à part faire quelques pas, aller chercher un autre paquet de feuilles. Mais on a un autre sujet des plus intéressants pour vous, assurément. On parle de la sécurité alimentaire. On parle de la sécurité alimentaire avec nos deux panélistes ici. Je vais vous présenter après. Je vais juste faire un petit topo, rapido, parce qu'on parle de sécurité alimentaire, puis c'est comme ça qu'on a intitulé le panel. Moi, j'étais habituée de parler d'insécurité alimentaire. Je pense que les deux, hein, le contraire de l'autre. L'INSPQ définit l'insécurité alimentaire comme un accès inadéquat ou incertain aux aliments en raison d'un manque de ressources financières. J'ai comme l'impression que ça se limite pas juste à ça, puis vous venez assurément apporter des solutions à ça, ce qui est totalement génial. Un peu comme pour l'accessibilité universelle, on va démystifier ce qu'est la sécurité ou l'insécurité alimentaire, puis comment on peut contribuer aussi à lutter contre l'insécurité ou favoriser la sécurité alimentaire. Donc, déjà, on a nos deux panélistes. Élisabeth Fortin, tu es coordonnatrice aux communications chez Moisson Québec. Et Jean-François Archambault, tu es fondateur et directeur général de la Tablée des chefs. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Je commencerai par vous laisser vous introduire qui vous êtes et la mission de votre organisation. Oui, certainement. Je vais commencer. Fantastique. Donc oui, moi c'est Elisabeth, je travaille chez Moisson Québec. À main levée, grand groupe, qui a déjà entendu parler de Moisson Québec? Qui sait ce qu'on fait? Jean-François, tu n'as pas le droit de répondre. Hein? Ça baisse les mains quand même. C'est un peu mystérieux comme domaine. En fait, Moisson Québec, on est la banque alimentaire de la grande région de Québec qui couvre à peu près le territoire de Québec-Cité au final, là, donc Portneuf jusqu'à Stoneham, Côte-de-Beaupré et Lévis-Lobinière également sur la rive sud. Donc, notre rôle, c'est de récupérer des denrées invendues et les redistribuer parmi 130 organismes accrédités qui, eux, par la suite, vont faire de l'aide directe aux personnes dans le besoin. Notre rôle, donc, va vraiment dans le sens du développement durable. Tantôt, on parlait de ça. Oui, on a, en tant qu'entreprise ou organisation, un besoin, un devoir de porter attention au développement durable, la lutte à la pauvreté, juste une chaîne d'approvisionnement durable. Donc, quand vous avez de la nourriture, ben, on ne la jette pas, on la redonne. Donc, c'est le genre de choses aussi où on va avoir un impact puis que vous allez pouvoir nous aider à faire cette mission-là. Puis, je pense que je vais arrêter là avant de parler du reste. Sinon, tu vas tout dire tout de suite. Oui. Oui, voilà. Jean-François, alors. Bien, en fait, peut-être vous dire, moi, j'ai étudié en gestion hôtelière à l'ITHQ. J'ai travaillé en hôtellerie. Commencé à travailler au Château-Vaudreuil dans l'ouest de l'île de Montréal, au banquet et aux ventes. Puis après, je suis allé travailler à Tremblant, au Fermont-Tremblant, comme représentant des ventes. Quand j'étudiais à l'ITHQ, on faisait tous les départements d'un hôtel, en fait, pour apprendre la gestion d'un hôtel, mais on voyait la cuisine. Et pendant le module de cuisine, on cuisinait. Dans le fond, on cuisinait, on était une vingtaine d'étudiants. On cuisinait à peu près 80 à 100 portions de chaque affaire pour essayer de devenir bon à faire quelque chose qui était potable. Puis à la fin, on mettait tout ça sur la table, puis là, on commentait. Bon, une semaine, on faisait le pain, l'autre semaine, c'était le poisson, puis l'autre faisait le pain. Donc, on pouvait manger à la fin de tout ça, mais il en restait tout le temps plus que la moitié. Et à la fin, notre chef enseignant, notre formateur, disait « on ramasse ». Puis ramasser, c'était en 97, c'était mettre aux poubelles. Donc, jeter aux poubelles tout ce qu'on avait préparé depuis le matin, en sachant que tous les aliments qu'on avait utilisés, c'était des aliments parfaitement frais, parfaitement bons, qui étaient dans les frigos de l'ITHQ, puis qui avaient été payés par l'école. Fait que pour moi, ça ne faisait pas de sens de constater ça. Et en même temps, je faisais mon cours d'hygiène et salubrité, puis je voyais qu'il y avait tout l'aspect de la responsabilité liée à une intoxication alimentaire, puis la crainte que le secteur de l'hôtellerie avait de, si jamais on empoisonnait quelqu'un ou si la nourriture qu'on distribuait rendait quelqu'un malade, est-ce qu'on serait responsable de ça? Et c'est resté. Je suis allé travailler au Château-Vaudreuil, comme j'ai dit. Puis le Château-Vaudreuil, c'est une machine à banquet. C'est des mariages, toutes sortes d'événements
qui arrivent tous les week-ends. C'était fou. On recevait peut-être 2000 personnes un samedi. Puis, la quantité de nourriture que je voyais encore là dans les cuisines jusqu'à 1h30, 2h du matin, les sweet tables qui arrivaient à la fin de la soirée, où les gens avaient déjà mangé 7 services le mariage, puis là, on sort la sweet table à minuit, ça fait des belles photos, mais les fontaines de fruits, chocolat, des meules de fromage, toutes sortes d'affaires, et à la fin, c'était ramené tout en cuisine, puis c'était jeté dans des grosses poubelles. Fait que quand j'ai revu ça dans l'industrie, parce que je l'ai vu dans mon cours, bien là, j'ai décidé de faire quelque chose par rapport à ça. Puis plein de choses dans ma vie, comme la perte de ma mère à 49 ans en mai 2000, quand j'ai quitté pour Tremblant, ont fait que j'ai voulu, ça m'a bousculé, puis j'ai voulu vraiment passer à l'action. Et donc, j'ai créé l'organisme La Tablée des chefs en 2002, 2 ans après que ma mère soit décédée, avec l'aide de Moisson Montréal, Moisson Québec, avec Hélène Côté, qui était là dès le départ, pour nous aider à comprendre c'était quoi le gap, là, le manque à gagner, dans le fond, pour les moissons ou les banques alimentaires et le créneau des plats préparés ou du secteur du plat transformé, de la nourriture qui était périssable puis qui avait une durée de vie très courte. Donc, on parle de 24 heures. Donc, tu sais. Oui, parce que les moissons, comme on s'appelle, on est un gros réseau de banques alimentaires partout au Québec, mais nous, c'est de la quantité qu'on fait. C'est rare qu'on se déplace pour une boîte ou. Nous, c'est des palettes, là. Donc, on va chercher chez les grossistes, chez les épiciers, directement aux producteurs agricoles ou agroalimentaires. Donc, nous, il faut de la quantité pour qu'on se déplace puis que ça vaille la peine de le faire. Donc, définitivement, ce que Jean-François a apporté comme problématique, c'était des denrées que même avec tout notre bon vouloir, on n'aurait pas pu se déplacer pour aller chercher ça. Ça aurait été plus cher en gaz qu'en denrées récupérées, finalement. Puis en plus, ces denrées-là souvent étaient récupérées fraîches. Donc, de transiter de l'entreposage non plus, ça ne faisait pas de sens. Donc, on s'est vraiment... Bon, j'ai siégé au CA de Moisson Montréal, puis on a travaillé à comprendre où on pouvait jouer le rôle le plus complémentaire pour apporter un pourcentage de denrées supplémentaires aux organismes bénéficiaires qui bénéficient déjà des services des moissons et des banques alimentaires, mais partout, parce que des hôtels, il y en a partout. Fait que on a commencé, en fait, à travailler sur... Bon, moi, j'ai travaillé en vente, donc j'essayais d'enlever les obstacles, les objections. Dans le fond, quand tu es aux ventes, tu veux que ton client dise oui partout pour qu'il vienne séjourner chez vous ou faire son congrès ou son événement chez toi. Donc, tu vas aller chercher tes compétiteurs, tu vas voir un peu ce qui se passe, tu vas essayer d'enlever les obstacles. Bien, pour moi, mon plus gros obstacle, c'était l'inspection des aliments. Donc, la responsabilité que j'entendais, que les gens avaient une crainte qu'il y ait une responsabilité. Fait que ça a été la première affaire. J'ai eu la chance on ne choisit pas nos parents, là, mais j'ai eu la chance que mon père était l'avocat de la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec. Donc, mon père, c'est le conseiller légal des chefs au Québec. Donc, j'ai dit, c'est-tu vrai ça qu'un chef peut être reconnu coupable d'une intoxication alimentaire s'il redonnait? Et là, c'est là qu'il a sorti le Code du bon samaritain qui est l'article 1471, c'est le seul numéro que je connais, je n'ai pas de l'air plus fin que les autres, mais l'article 1471 du Code civil, qui est le Code du bon samaritain, qui dit qu'on doit venir en aide à notre prochain sur des besoins de base. Et se nourrir, c'est un besoin de base. Et donc, si on vient en aide à notre prochain, qu'on sait qu'il n'y a rien à manger, on doit d'abord le faire comme bon samaritain. C'est une responsabilité comme concitoyen d'aider son prochain. On n'a pas de recours légal contre nous, parce qu'on l'a fait de bonne foi en voulant aider. Donc, c'est vraiment à la base aussi de tous les dons qui sont faits aux banques alimentaires. Oui, puis au niveau de la MAPAC également, là, nous, on a une espèce de guide spécial pour les comptoirs alimentaires puis les situations de sécurité alimentaire. Donc, nous aussi, on a le droit de redonner, par exemple, une canne de conserve périmée ou du non périssable que la date meilleur avant est dépassée. On s'entend meilleur avant, ça ne veut pas dire plus bon après. Donc, nous, on joue beaucoup là-dessus. Même quand on va en épicerie récupérer des viandes, en fait, les épiciers mettent la viande dans le congélateur avant la date de péremption. Nous, on le redistribue, la date de péremption est dépassée, mais en fait, non, parce que la viande était congelée. Donc, on a tout ce genre de petites règles-là qui font en sorte que notre travail est possible, puis que de la nourriture qui définitivement aurait dû être jetée
ne le sera pas finalement, puis il sera donné à quelqu'un qui en a besoin. Ce que vous faites, c'est vraiment complémentaire. C'est génial de voir la complémentarité de vos actions. Puis souvent, on imagine que, bon, ils font ça pour un nombre X de personnes dans le besoin, mais il y a beaucoup de préjugés, finalement. C'est pas ce que les personnes pauvres, parce qu'on va tout de suite penser, ah bien, les gens de besoin, c'est les itinérants, c'est les personnes pauvres. Je crois que ce n'est pas que ça. Non, en effet, ce n'est vraiment pas que ça. Peut-être que dans le temps, jadis, naguère, oui, mais aujourd'hui, même nous, quand on arrive à l'épicerie puis qu'on veut acheter notre laitue, on se dit, hi, c'est cher. Donc, en fait, nous, avant la pandémie à Moisson Québec, donc dans la grande région de Québec, on aidait 35 000 personnes par mois. Aujourd'hui, on parle de 80 000 personnes par mois. À la hauteur du Québec, les banques alimentaires, tout le réseau, c'est 872 000 personnes. Ça, c'est une personne sur 10. Donc, c'est vraiment énorme. Et ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est qu'on parle d'enfants. Dans la région de Québec, c'est 39 % des usagers qui sont des enfants. On parle de personnes qui ont des revenus d'emploi, une personne sur 3. Et la nouvelle réalité, là, vraiment, qu'on voit de plus en plus, ce sont des familles, souvent biparentales, qui ont des emplois, puis soudainement, ils n'y arrivent plus. Puis on peut le comprendre parce qu'on le vit tous, l'impact de l'inflation. Vous-même, j'imagine, dans vos associations, dans votre organisme, vous le voyez que vous avez plus de coûts. Donc ça a de l'impact sur des budgets qui étaient juste corrects. Puis là, soudainement, ça ne fonctionne plus. C'est intense quand même. En fait, là, on a réussi à implanter. La première place où on s'est implanté, c'était au Centre Bell. On a eu la chance de rencontrer, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Boivin, qui était le président des Canadiens de Montréal à l'époque, puis qui m'a invité dans son bureau pour me parler de ce qu'il voyait, lui, puis de ce que les hôtesses dans les loges, souvent notre personnel, c'est eux qui le voient en premier, puis souvent, ils n'oseront pas rien dire. Des fois, la culture d'entreprise va faire que c'est gardé secret, ou ils ont déjà essayé, puis ils se sont fait dire « Hey, lâche-moi avec ça, on en reparlera, là, il y a d'autres choses à faire ». Puis les hôtesses voulaient déjà récupérer toute cette bouffe-là pour la redonner. Puis souvent, ils la mettaient dans des contenants eux-mêmes après les games, dans les loges, là, la bouffe qui reste, puis ils allaient la porter dans la rue. Puis Pierre m'a partagé à ce moment-là, « JF, regarde, s'il arrive quelque chose de ces filles-là dans le processus de vouloir aider, je vais m'en vouloir toute ma vie, tu sais. » Fait qu'il dit, si ton programme fonctionne, on va l'implanter au Centre Bell. C'est ce qu'on a fait. On a pris quelques matchs, tests, où on a testé la quantité de nourriture potentiellement qui, en regardant les menus avec l'équipe de cuisine, avec le chef, en analysant puis en disant, on est une industrie, l'industrie de l'hôtellerie ou l'industrie de l'entertainment ou du sport, c'est une industrie qui fonctionne avec des processus. Un aréna comme le Centre Vidéotron avec Stéphane Langteau, le directeur général, c'est tous des processus. Il y a des processus pour l'arrivée, la sécurité et tout ça. Et si la récupération alimentaire ou la lutte au gaspillage alimentaire dans des endroits comme ça ne devient pas un processus, ça reste au bon vouloir des gens. Puis oui, Stéphane Langteau, je le connais parce que j'ai travaillé avec lui à Tremblant. Il était au banquet quand moi, j'étais aux ventes puis qu'on commençait ensemble chez Fairmont. Après ça, il est devenu directeur de la restauration au Manoir Richelieu. Puis là encore, il était un des premiers hôtels à embarquer dans le programme de récup après le Centre Bell. Un an après le Centre Bell, il embarquait. Puis là, d'autres hôtels se sont joints au programme. Puis il est maintenant directeur général du Centre Vidéotron, où il y a énormément de surplus alimentaire qu'on récupère après les matchs des remparts, après les grands événements, les grands spectacles. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment rentré un processus en amont qui permet aux équipes de cuisine d'avoir clé en main, parce qu'il fallait aussi que ce soit simple. Un chef, c'est très occupé. Rentrer dans une cuisine, ça ne se fait pas. Donc, rentrer dans la cuisine et dire, OK, maintenant, on introduit un processus pour que tu puisses prendre cette nourriture-là, puis au lieu de la mettre dans la poubelle, la mettre dans nos contenants, analyser ce qui est encore comestible, puis ensuite faire le jumelage. Et là, parler à Moisson pour dire quel organisme ça fait le plus de sens de venir aider avec ce type de denrées-là, qui doivent être quand même resservis rapidement, soit congelés ou soit servis dans les 36 prochaines heures. Donc, c'est toute cette logistique-là, puis la collaboration avec Moisson qu'on a mis en place. Puis maintenant, on est présent partout à travers le Canada. On est dans plus de 300 établissements. Puis on a signé une entente dernièrement avec Marriott Canada, les hôtels Marriott, pour qui j'ai travaillé après Fairmont. Et on est allé jusqu'au département légal pour faire approuver que la responsabilité, encore une fois, les gens ont peur de ça, que c'était correct. Et ils ont approuvé le processus.
Et maintenant, on est en train d'intégrer la récupération dans 260 hôtels Marriott à travers le Canada. Puis pour vous donner une idée, un hôtel type, là, mettons, comme le Courtyard à Québec, où on parlait du Delta Mont-Sainte-Anne, qui reçoit des congrès régulièrement, qui a quand même un bon achalandage, qui a des buffets déjeuner le matin et tout ça, ça va permettre de récupérer entre 7 et 10 000 portions, donc 7 et 10 000 repas qui peuvent être distribués dans la communauté annuellement. Donc, faites le calcul, là, fois 260, qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est des millions de personnes qui peuvent être nourries avec une qualité d'aliments parce que ces établissements-là, 4 étoiles, 5 étoiles, s'approvisionnent avec des produits de qualité. Donc, il ne faut pas que ça se retrouve aux poubelles. Il y a cet élément-là d'avoir vos fournisseurs, les organismes de redistribution aussi. Donc, on parlait d'écosystème tantôt. Il y a un écosystème là-dedans aussi hein, qui se crée. Dans l'écosystème, il y a à Destination Québec Cité, on a créé un partenariat, Jean-François, hein, pour ouvrir les portes de notre industrie puis dire, tu sais, le pas d'aujourd'hui était justement un des éléments. Tu sais, on va venir, parlons-en, c'est important d'en parler. Notre industrie peut contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais si on n'est pas un grand hôtel, si on n'est pas un fournisseur, si on n'est pas... Je sais que vous avez d'autres programmes, il y a d'autres moyens qui font que les gens peuvent contribuer à ce que vous faites. Vraiment, il y a des millions, non, là, j'exagère, des dizaines de manières d'aider notre communauté. Le bénévolat, c'est souvent l'idée qui nous vient en tête lorsqu'on veut aider. Puis vraiment, ça fait la différence. Je vais laisser Jean-François parler de ses opportunités de bénévolat, mais nous aussi, à Moisson Québec, on accueille, en fait, on a 40 000 heures de bénévolat par année. Ça équivaut à 25 employés à temps plein. Donc, sans le bénévolat, on n'existerait pas. On n'est même pas 25 employés chez Moisson Québec. Donc, si vous voulez vous partir une gang puis dire on va faire du bénévolat, c'est une super expérience. Puis moi, tout le monde qui vient faire du bénévolat chez Moisson Québec repart avec un gros sourire puis se disent mon Dieu, j'ai fait la différence. On a des soupes en pot qu'on fait, c'est des ingrédients secs, donc on fait une chaîne de production. Puis à la fin de la journée, bien, on a vraiment des soupes qui sont prêtes à être réchauffées et consommées. Donc, c'est toutes des idées de bénévolat. Puis chacun d'entre vous, vous êtes peut-être implanté dans une petite communauté. Bien, informez-vous. C'est certain qu'il y a un organisme d'aide alimentaire ou qui peut avoir plein de services qui ont besoin de bras. Puis, d'un point de vue employeur, ressources humaines, c'est vraiment quelque chose que les employés recherchent et apprécient également, là. L'approche, puis quand on s'est croisés à Gatineau la première fois, après la présentation que j'ai faite à Destination Canada, c'était vraiment innovant dans le fond, mais c'était dans ton ADN à toi aussi, là, de le présenter puis de l'amener dans ton organisation. Donc, moi, je dirais que la première chose, pour s'être rendu jusqu'à une entente formelle, on avait des atomes crochets avec Robert Mercure aussi, là, parce que Robert a déjà été DG du Château Frontenac, VP régional de Fairmont. On se connaissait bien. On fait notre soirée bénéfice annuelle, la Grande Tablée, au Château Frontenac depuis presque 10 ans maintenant. Fait que, tu sais, le terreau était fertile, là, disons-le comme ça, en cette période de jardinage. Mais d'avoir des entrepreneurs. Tu sais, moi, je suis un entrepreneur social. J'ai décidé de sauter de l'hôtellerie puis de m'en aller vraiment prendre la tablée puis poursuivre cette aventure-là puis voir jusqu'où on peut aller avec une organisation, un OBNL, mais à vocation entrepreneuriale pour adresser des enjeux de société puis amener ce sens de l'entrepreneuriat-là pour adresser des enjeux comme les enjeux précédents qu'on a entendus aussi. Là, il y en a plein d'entrepreneurs sociaux en accessibilité. La preuve, vous avez entendu, je veux dire, le gouvernement ne peut pas à lui seul régler nos problématiques, puis il y a tellement des gaps de services au niveau public pour arriver à ce que les gens soient bien. On parle de sécurité alimentaire, d'accessibilité. Pour nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Fait que, mais quand on parle de chemin, bien, sur notre chemin, si on ne rencontre pas des gens comme Véro qui sont des entrepreneurs, qui disent « Moi, je vais amener ça dans mon organisation », puis je vais amener mon organisation à collaborer ou à l'intérieur d'objectifs communs et conjoints qui créent des leviers pour tout le monde. Bien, sur l'axe du développement durable, amener la récupération alimentaire sur une destination, c'est la première fois que moi, je recevais cette proposition-là. Puis, sincèrement, cette proposition-là, ce que ça voulait dire, c'est de dire à tous les hôtels, peu importe la bannière, puis le président de Marriott Canada, quand
il a pris le micro à un moment donné dans un de nos événements. Il a dit « Ce n'est pas un avantage concurrentiel, notre partenariat avec la Tablée des chefs. J'invite tous mes collègues de toutes les chaînes à implanter la récupération alimentaire dans tous leurs établissements. Nous, on va le faire mieux que les autres, mais vous pouvez tous le faire. » Mais c'est pour vous dire que comment... Après, on est capable d'avancer, c'est en ayant le soutien de gens à travers les organisations. Donc, la destination, c'est de dire à tous les établissements, mais de faire une revue des sites où il y a de la restauration, des traiteurs, quand on reçoit des groupes internationaux ou des grands événements où il y a un camping qui s'installe avec des traiteurs qui vont s'installer là, puis qui, on le sait, vont rester. On fait cet été Oshiaga, on est en discussion avec le Festival d'été de Québec, on le sait ce qui se passe en arrière-scène avec la bouffe. Puis on est rentré au Grand Prix de Formule 1 il y a 2 ans. L'année passée, on a récupéré 16 tonnes de bouffe en 3 jours avec une équipe de 15 bénévoles sur le site les 3 jours du week-end du Grand Prix. On fait le tennis au Stade IGA, au Parc Jarry. Et de plus en plus, on a développé une expertise sur les événements où on débarque avec nos équipes, on arrive puis on prend ce volet-là pour aider parce que les équipes de traiteurs sont short staff, puis on arrive avec nos équipes qui sont vraiment contents qu'on prenne ce volet-là. Fait que quand ils défont les stations, bien, nous autres, on est avec eux autres, on prend ce qui est bon, puis on s'assure de faire le lien après avec les moissons, les banques alimentaires et les organismes terrains qui viennent chercher ces aliments-là. Fait que c'est vraiment ça le travail qu'on fait, puis le travail est essentiel actuellement. On parlait tantôt des pourcentages, je disais 1 sur 3, c'était des gens qui travaillaient. Ouais. C'est fou quand même quand tu penses à ça actuellement, là, les besoins. Oui, les besoins. Tu sais, quand on parle de besoins, on atteint un sommet historique. Puis à chaque fois que je dis ce mot-là, ma directrice générale me tape les doigts parce que on aurait dit qu'on ne veut pas l'assumer, mais c'est la situation dans laquelle on vit présentement. Puis quand tu parlais d'avantages concurrentiels de s'associer avec la Tablée ou une moisson ou une banque alimentaire, bien moi, je le vois encore, l'avantage concurrentiel, parce que c'est pas vrai que tout le monde le fait en ce moment. Puis quand on parlait d'accessibilité inclusive, là aussi, on parle encore d'un avantage concurrentiel parce que c'est les meilleurs ou ceux qui ont plus d'innovation qui vont mettre en place ce genre de programme-là. Puis éventuellement, oui, on aimerait ça que ce soit universel puis que ce soit même plus une question. Mais je le vois en ce moment que les organismes, les entreprises qui décident de s'associer avec le monde communautaire, bien, ils en ont un avantage de leur côté aussi. Ça va mobiliser leurs employés, ça va donner une belle image aussi à leur entreprise après ça. Donc, puis nous, ça nous aide vraiment beaucoup. Puis chaque petit geste a un impact. On a parlé de bénévolat. Moi, de mon côté, bien, malheureusement, je prêche pour ma paroisse, mais nous, c'est de l'argent qu'on a besoin. Parce que les denrées, on les reçoit, ça va bien, mais c'est nous qui devons aller les chercher puis qui devons les entreposer et les redistribuer. Donc, nous, quand on parle d'argent, c'est ce qu'on a besoin et chaque don fait la différence. Nous, chaque dollar qu'on reçoit en don, on redistribue 4 repas dans la communauté. Donc, des fois, les gens se disent « Ah, ben mon petit impact, mon petit geste que je fais ne va pas faire la différence. » Il n'y a rien de plus faux. Chaque personne peut vraiment avoir un bel impact dans sa communauté. Puis c'est juste de prendre un moment de s'asseoir puis de se dire « Moi, qu'est-ce que je veux faire puis qu'est-ce que je veux léguer comme héritage dans mon petit monde à moi, finalement. » On en ressort que, bien, assurément, c'est une pratique, c'est une bonne pratique de durabilité, que ce soit en tourisme ou peu importe dans quel domaine. J'aime dire, tu sais, Jean-François, tu l'as dit, Jeff, il faut ramer du même bord, quelque part. J'aime dire ça, là, en tourisme durable, on rame tous du même bord. Donc, oui, ceux qui vont être innovants, ceux qui vont embarquer dans la parade avant les autres, ils vont avoir cette longueur d'avance et cet élément concurrentiel-là. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y en ait plus de concurrence parce qu'on souhaite que tout le monde le fasse en réalité. Puis vous avez chacun, que ce soit à tous les niveaux, à l'échelle de la destination, à l'échelle des entreprises, à l'échelle aussi des bénévoles, des citoyens. Vous avez des programmes aussi, il faut en parler, il faut sensibiliser, assurément. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ça, il faut encore le faire connaître. Il faut sensibiliser, il faut former aussi. Je sais que vous avez, Jean-François, des programmes de formation, puis aussi toutes les activités corporatives. Tous les deux, vous avez des activités corporatives pour amener les gens à contribuer d'une certaine façon, même s'ils n'ont pas de denrées ou... Non, c'est ça. Nous, on a vraiment un souci d'accompagner les entreprises qui veulent nous donner un coup de pouce, évidemment. Donc, par exemple,
La semaine, voilà 2 semaines maintenant, le Salon Autosport était à Québec. Bon, on s'entend, c'est pas très montagne et nature, là, mais ça reste un événement. Puis, ils nous ont approchés pour pouvoir faire quelque chose avec nous. Puis, finalement, on a développé l'idée d'un moitié-moitié. Donc, on était sur place, on a pu parler de Moisson Québec, on a vendu des biens de moitié-moitié, les gens étaient contents. Mais finalement, c'est 12 000 qui ont été récoltés là, pendant cet événement-là. Donc, c'est plein de petites initiatives de même qui font en sorte que ça fonctionne. On a déjà vu des tirages. À un moment donné, il y a une entreprise, il y avait leur party de Noël, ils ont vendu des billets, puis finalement, à la fin de la soirée, il y avait des gagnants. Donc, nous, ça nous a fait un beau montant. Il y a des entreprises qui vont aller ajouter un don à leur billetterie. Donc, l'option que la personne fasse un don, il y en a même, ils accumulent les dons de leurs clients, puis par la suite, ils vont aller doubler le montant. Donc, toutes sortes d'idées qui font en sorte que vous, ça ne vous engage pas nécessairement d'une manière très, très lourde, mais ça peut avoir un bel impact par la suite. Puis, tu sais, on est fiers de notre destination, on est fiers de où on vient, puis quand les gens viennent, on veut qu'ils se sentent bien, puis qu'ils soient accueillis, puis qu'ils voient notre ville ou notre région comme on la voit avec fierté. Puis beaucoup, moi je voyage à travers le Québec, mais aussi à travers le Canada, puis je vois la situation de l'itinérance en grande augmentation. Et on ne peut pas cacher ça. Quand on arrive dans une ville, on voit une certaine détresse. On parle de sécurité alimentaire. Pour moi, la différence entre sécurité alimentaire et insécurité, l'insécurité, c'est composé de différents facteurs liés à l'emploi, liés au logement, liés à d'autres éléments qui vont amener la personne à ne pas avoir accès. La sécurité alimentaire, c'est assurer que tout le monde mange. Et ça, c'est un devoir de tous, de s'assurer, on l'a dit tantôt, l'article 1471 du Code civil, c'est de s'assurer que tout le monde ait accès aux aliments, donc que tout le monde puisse manger. Et ça, c'est ce qu'on fait à court terme. Après, il y a tous les volets d'éducation alimentaire. Il faut apprendre aux gens à cuisiner. Il faut que les gens cuisinent davantage. Ça va venir réduire l'argent qu'ils vont dépenser pour se nourrir. Si on est dépendant d'un plat préparé versus être capable de se le préparer, il y a une énorme différence de prix. Donc, nous, maintenant, à la Tablée, on est dans 275 écoles secondaires à travers le Québec avec le programme des brigades culinaires pour ramener ce qu'on a enlevé, les cours d'économie familiale dans les écoles. Et les brigades culinaires sont présentes. Donc, on envoie des chefs dans chaque école pour un programme de 24 semaines. Et on rejoint plus de 7000 jeunes qui s'inscrivent à chaque semaine dans les brigades culinaires. On le fait aussi avec les jeunes issus de la protection de la jeunesse, de la DPJ, dans toutes les régions du Québec. Ça s'appelle Cuisine ton avenir et ça cible les jeunes de 15 à 19 ans en transition vers la vie autonome. Donc, ils vont finir leur parcours en centre jeunesse et qui vont devoir prendre en charge leur alimentation. Croyez-le ou non, 85 % de nos jeunes sondés n'avaient jamais mis les pieds dans une épicerie avant leur atelier. Donc, 17, 18 ans, jamais mis les pieds dans une épicerie, c'est intimidant, on ne sait pas. On n'est pas très bon en maths, on a de la misère à lire, on n'a pas fini notre secondaire. Gérer un budget alimentaire restreint peut être capable de se débrouiller à sortir de l'épicerie avec ce qu'il nous faut, ça peut être intimidant. Donc, c'est ça qu'on vient essayer de briser pour être capable de donner une certaine autonomie. Donc, ça vient compléter. Puis après ça, il y a des belles opportunités d'emploi dans le secteur de la restauration puis de la cuisine pour ces jeunes-là. Donc, accès à l'emploi puis la connexion avec toute la relève puis les écoles de formation professionnelle. Vous avez aussi vos cuisines solidaires. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour des activités de team building, par exemple. Oui. Ça peut être une belle façon de contribuer. Au Grand Marché dans notre cuisine. Au Grand Marché, exactement, ici à Québec. Donc, pourquoi pas? Hein? Inspiration, source d'idées. C'est vraiment varié, là, ce qui se fait dans vos organisations, dans ce que vous faites. Encore une fois, on voit, là, je pense que quand on se lance dans une grande aventure comme ça, il faut être dédié. Faut vous avez la flamme, assurément. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? En fait, j'avais pensé que les panels, j'allais laisser les questions dès le début, mais je ne l'ai pas dit. Alors, oui. Merci, c'était super intéressant. On parlait de bénévoles tantôt. C'est quoi la place du bénévolat, par exemple, dans le cadre de... j'ai demandé aux 2 organisations, mais dans le cadre de la Tablée des chefs, j'entends, par exemple, au tennis, est-ce que c'est les bénévoles du tennis ou c'est les vôtres? Si c'est le cas, est-ce que vous avez une banque que vous entretenez à l'année? Comment vous les mobilisez? Comment vous les... C'est quelque chose de super organique ou c'est vraiment structuré là, dans votre organisation? On recrute une banque de bénévoles, donc les gens peuvent s'inscrire
pour recevoir les offres de bénévolat dans l'année et là, choisir qu'est-ce qui les anime le plus. Ça peut être récurrent, comme par exemple, dans nos écoles de cuisine, on fait des soupes solidaires pour les écoles primaires en mesure alimentaire. Donc, j'ai tout le temps ma chef qui est là, comme Caro Giguère à Québec. Mais elle, si elle est seule, elle va faire X nombre de litres de soupe. Si elle a 2 bénévoles cette semaine-là ou 3, elle va en produire davantage, elle va pouvoir en redonner davantage. Donc, il y a toujours un bon groupe de bénévoles à Québec qui vient, puis dans nos autres écoles de cuisine, qui viennent aider de façon récurrente beaucoup des gens retraités. Super dynamique, qui amène beaucoup de soleil à Caro et au travail qu'on fait. Après, il y a le ponctuel. C'est sûr qu'en saison estivale, comme là, on recrute pour le Grand Prix, on recrute pour le tennis, on recrute à Toronto pour le tennis aussi parce qu'on a ouvert la porte à récupérer au stade de Sobeys à Toronto pour l'Omnium, l'Open de la Banque nationale. Fait que ça, c'est plus ponctuel. Puis ça va peut-être cibler plus des étudiants des écoles hôtelières qui vont dire, OK, on est en deux, on s'en va en stage cet automne, on va aller donner 3-4 jours, puis on va rentrer sur le site, puis on va aller donner un coup de main. Fait que c'est très varié, mais oui, il faut entretenir les bénévoles, puis avoir différentes opportunités, puis varier ces opportunités-là. Fait que nous, on a ce bassin de bénévoles-là qu'on est vraiment chanceux aussi. Les chiffres se ressemblent en termes d'heures que si on avait à payer cette main-d'œuvre-là pour faire ce qu'on a à faire dans l'année, on n'y arriverait pas, là, c'est certain. Puis est-ce que le bénévole, il a par exemple accès à la journée de tennis pour aller travailler le soir ou il est la tête dans la récupération tout le long? Bien, tu sais, ça, c'est drôle parce que, tu sais, combien de fois je me suis retrouvé au Centre Bell puis j'entendais les buts se faire d'un bar comme de l'autre, là. Puis je voyais pas la game parce que, tu sais, puis quand, par exemple, j'arrive à Vancouver, on récupère au BC Place. Puis là, le directeur des opérations, il y a des billets, des Whitecaps pour voir un match de la MLS. Puis là, je fais tout l'onboarding avec toute l'équipe. Toute l'équipe est là. Il y a 60 employés. Je fais mon pep talk. OK, on rentre la récupération. Avez-vous des questions? Blablabla. On part la machine. Puis là, il me dit, OK, maintenant, j'ai des billets pour toi. Tu peux aller voir la game. Je dis, non. Moi, ma game est en arrière parce que je veux voir comment, puis je vais suivre ton équipe. Puis, fait que, tu sais, c'est d'autres choses qu'on va chercher quand on fait ça. Le setting est le fun dans le contexte du tennis ou d'Oshiaga, tu entends la musique, tout ça, mais ce que les gens viennent chercher en termes d'opportunités de bénévolat, c'est donner un sens. Puis souvent, quand on intègre la récupération dans un hôtel, pour une brigade de cuisine qui a vu toute cette nourriture-là jetée aux poubelles, qui tout d'un coup là, est récupérée, ça donne tout un sens au travail qu'ils font, puis ça amène ce sens-là. Puis toute la prochaine génération va vouloir et va exiger ça. Fait qu'on parlait tantôt de différentes générations. Toutes les générations veulent ça, ne veulent pas voir la nourriture jetée aux poubelles, mais encore plus, donner un sens à son travail. Ça fait partie d'intégrer des dynamiques comme ça dans notre travail de tous les jours. Bien, moi, je répondrais quasiment la même chose que toi. Là, c'est l'expérience de bénévolat. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais on sort de là avec un sentiment d'accomplissement, de bien-être. Puis nos bénévoles, à Moisson Québec, on a 150 bénévoles réguliers. Ils viennent toutes les semaines. Il y en a, ils viennent 3 fois semaine. C'est rendu leur job. Je sais, ils sont fantastiques, mais ils n'arrêteraient pas. Parce que ça leur apporte du bien-être, ils rencontrent des gens, c'est super formateur, ça fait du social, surtout pour les personnes âgées qui parfois peuvent avoir un réseau un peu plus restreint. Puis, le mois dernier, il a fallu, pas mettre à porte, là, mais un bénévole, il avait 89 ans, il venait 2 fois semaine. C'est rendu qu'il fallait qu'il parte 5 minutes d'avance se rendre à son poste pour se rendre à temps. Là, il a finalement pris sa retraite, mais c'est fou, il ne voulait pas arrêter. Puis c'est vraiment ça qu'on voit chez nos bénévoles. Ils arrivent, ils ont de l'énergie, ils sont motivés, ils veulent tout faire le plus vite possible. Puis vraiment, c'est fou à voir, c'est une expérience à vivre. Puis peu importe où vous allez décider de le faire, chez Moisson Québec, nous, de notre côté, on est super chanceux, on a beaucoup de bénévoles, mais dans vos communautés aussi, vos organismes de quartier, ça vaut la peine de tenter l'expérience, vraiment. Ça fait du bien de faire du bien. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci pour votre présentation. C'était vraiment, vraiment pertinent. Ma question, moi, c'est plutôt en termes d'emballage. Comment vous gérez ça? Je sais que pour Moisson Québec, c'est souvent déjà des
des aliments qui sont déjà préemballés, qui viennent des épiceries ou tout ça. Pour la tablée des chefs, comment vous gérez ça? Est-ce que c'est de l'usage unique? Est-ce que c'est vous qui l'apportez à l'hôtel? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus, s'il vous plaît? Bien, peut-être sur la portion de récupération, on a fait beaucoup de travail là-dessus, dans le sens, en amont, il y a tout l'aspect. Tantôt, on parlait du risque d'intoxication alimentaire. Il y a quand même une dynamique de risque qui doit être gérée en amont, puis dans le type de contenant utilisé. On parle d'un plat qui a déjà été cuisiné, donc on doit être à usage unique sur des plats préparés pour éviter que, par exemple, quand on parle d'un plat, d'une sauce ou du poulet ou des morceaux de poulet, tout ça, dans un plat, on ne pourrait pas nettoyer le plat puis ramener. Il y a des risques que les plats soient mal nettoyés. Ça implique aussi de ramener les contenants puis d'échanger les contenants entre les établissements, ce que le MAPAC n'autorise pas. Et donc, nous, ce qu'on a travaillé, c'est un contenant recyclable d'aluminium que les organismes recyclent. Je donne un exemple. La mission Bon Accueil, qui récupère les surplus du Centre Bell, bien, ils nettoient les contenants d'aluminium, ils les pilent, ils les gardent, puis ils les revendent à des recycleurs, puis ils vont chercher même un revenu sur ces contenants-là. Puis nous autres, il n'y a aucun souci avec ça. On est content parce que c'est recyclé. C'est des couverts et des contenants d'aluminium. Puis après, l'autre type de contenant, c'est un sac pour la boulangerie, souple, recyclable aussi. Donc, pour tout ce qui est des croissants, des trucs de pause café là, dans les hôtels, on met ça dans ces sacs-là, on identifie. Puis le troisième contenant, lui, vu que c'est pour des liquides, mais on a trouvé un grade de plastique alimentaire qui permet un usage multiple. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà travaillé en cuisine ou qui ont déjà fait de la plonge dans une cuisine commerciale ou professionnelle, quand le contenant commence à être un peu plus coloré à l'intérieur puis poreux, bien là, on change les contenants, puis là, la chaudière est recyclable, encore une fois, à la fin de la ligne. T'sais. Donc, on a vraiment... puis on fournit tout aux établissements pour être capable de le faire. Bien, c'est ça que j'allais ajouter pour toi, finalement. On a toujours un souci de rendre la vie facile. Donc, la tablée fournit le matériel, vous le livrez même, le matériel. Donc, nous, même chose avec les épiceries, on a des contenants qu'on va leur livrer, puis quand on va chercher la nourriture, on leur en redonne des vides. Donc, le but, c'est toujours de simplifier la tâche à ceux qui ont la générosité de nous donner. Puis, tu sais, une affaire aussi, tu sais, par rapport à comprendre, de trouver des partenariats. À un moment donné, le président de Cascade, il me dit, tu devrais trouver dans tous tes postes de dépenses là, des partenaires qui font ça. Tu sais. Puis, dans le programme de récupération alimentaire, ce qu'on a trouvé comme partenaire, c'est Carousel. Carousel livre déjà à 80 90 même des établissements où on veut récupérer. Donc, pour eux, ils mettent, quand on commande des contenants pour nos cuisines, qui sont des hôtels ou même des centres hospitaliers, on récupère dans les centres hospitaliers et tout ça, bien, ils livrent les contenants. Donc, ce n'est pas une livraison supplémentaire, on n'a pas nos propres camions qui vont livrer tout ça. Donc, c'est vraiment, tu sais, en impliquant Carousel dans ce qu'ils font, sans qu'ils nous chargent. Ils ne nous chargent rien, tu sais, ils font ça gratuitement. Donc, ils vont rajouter 2 caisses de contenants, des chaudières. Ils vont laisser ça en même temps qu'ils vont laisser les verres à café ou n'importe quoi d'autre qu'ils ont à livrer à cet établissement-là cette journée-là, là, tu sais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Avez-vous un mot de la fin sur votre vision d'avenir? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite des choses? Chacun un mot de la fin. Ah, vous n'aimerez pas mon rêve. Mon rêve, c'est que Moisson Québec puis la tablée n'existe plus un jour. Vraiment. Parce que c'est incompréhensible. Ben, oui, incompréhensible que dans une société, puis une ville, puis une région riche comme la nôtre, riche d'argent, mais riche de cœur, riche d'esprit, qu'on ait besoin d'avoir recours à ce genre de programme-là. Donc, moi, c'est mon grand rêve. Pour ce qui est d'un rêve plus réaliste, moi, je rêve que l'industrie, en fait, toutes les industries, l'industrie du tourisme, d'aventure et tout ça, que chacun ait un projet en cours
pour aider la communauté. Puis là, on prêche pour notre paroisse, on parle d'insécurité alimentaire. Si vous, c'est un autre projet qui vous tient à cœur, allez-y. Mais moi, je rêve que chaque personne ait un projet dans lequel il mette son énergie pour aider son prochain, tout simplement. Je te rejoins sur tout le volet de nourrir. Je pense qu'éventuellement, si on pouvait terminer ça puis plus avoir à s'occuper de cette portion-là, pour moi, l'autonomie alimentaire, voir les jeunes qui cuisinent dans les écoles, puis voir toute leur énergie, puis les amener vers les métiers, parce qu'en sachant qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans notre industrie de la restauration puis en cuisine, pour moi, ça, c'est... Mais si je pense à court terme, disons-le comme ça, là, implanter le programme à l'échelle québécoise, puis avoir vraiment fait le tour. Puis ce que vous avez fait, tu sais, vous l'avez, là, on va le dire, hein, parce que quand Véro, on a mis ça en place, après, on a reçu un téléphone de Tourisme Montréal. Avec le Tourisme Montréal, hey, on a entendu que on peut-tu, nous autres aussi, on collaborait déjà avec eux, mais pas formalisé comme on l'a fait ensemble avec Québec Cité. Bien, tu sais, ça fait effet boule de neige. Tourisme Ottawa aussi sont là-dessus. J'ai reçu un téléphone de Destination Toronto, Destination Vancouver, on a ouvert aussi la discussion. Donc, tu sais, si chacune des destinations, un peu comme tu le dis, a une approche 360 sur la récupération alimentaire, réduction du gaspillage, puis incite ses membres et ses partenaires, ça assure un leadership qui va devenir contagieux. Puis effectivement, on va embarquer les processus, puis à un moment donné, ça va s'institutionnaliser, puis les établissements vont le prendre en charge, puis on aura moins à intervenir, puis les choses vont se faire par elles-mêmes, parce que ça doit devenir pratique commune. Effectivement, on a tous quelque part un rôle à jouer, peu importe à quel niveau. Puis moi, j'aimerais juste vous remercier de votre engagement. Quand vous mettez en place des initiatives comme ça, que vous les opérez, que vous donnez corps et âme pour une cause comme ça, c'est d'autant plus noble que vous preniez le temps de venir le partager avec nous. Un gros merci. Donc, j'espère qu'encore une fois, que ça aussi, ça a été une autre source d'inspiration pour tout le monde. Puis, merci pour votre temps très généreux.